Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 16e salon de la Nouvelle Ville organisé par l'Association des maires d'Île-de-France. Vous le savez, tous les ans, l'association organise des ateliers, des conférences, des débats autour de l'urbanisme, le logement ou les transports. Ce matin, il y avait un atelier sur les caméras dans la ville, vidéoprotection ou vidéosurveillance. Pour en parler sur ce plateau, j'accueille Monsieur Lux Treaiano. Vous êtes maire de Soisy-sous-Montmorency, président de la commission de la politique de la ville de la MIF et vice-président du conseil général du Val d'Oise et enfin président de la commission nationale de vidéoprotection. Ouf, bonjour. Bonjour Monsieur Harrison. Toutes ces choses sont un peu complémentaires. Je ne sais pas s'il y a cumul ou complément dans les fonctions. Je dirais que vous êtes là en tant que président de la commission nationale de vidéoprotection. Vous dites juste. C'est plus simple. J'ai une première question toute simple, en chiffres. Combien y a-t-il en gros de caméras de vidéosurveillance? Déjà, on dit vidéosurveillance ou vidéoprotection? Vous pouvez, aujourd'hui on parle de vidéoprotection, suivant l'expression bien connue que le sujet, le propos, la préoccupation des élus qui installent des caméras dans leur commune, c'est plutôt pour protéger les braves gens que pour surveiller les malfaisants. Donc on parle de vidéoprotection, on parlait naguère de vidéosurveillance et certains poussent la recherche du vocabulaire encore plus loin en parlant de vidéotranquillité. Mais vidéosurveillance, vidéoprotection, vidéotranquillité, nous parlons toujours de caméras installées sur la voie publique. Donc en gros, combien y a-t-il de caméras? Est-ce qu'on le sait déjà? Et combien y en a-t-il en France? Nous le savons, de manière d'ailleurs assez précise. Donc le ministre a communiqué les chiffres lors de la dernière réunion de la Commission nationale de la vidéoprotection pour l'année 2011. On est à pratiquement 39 000 caméras installées sur la voie publique. Mais à côté de ce chiffre, nous avons 630 000 caméras installées dans le domaine privé, mais le domaine privé souvent ouvert au public, qui sont installées en France aujourd'hui. Et donc on parle beaucoup des caméras installées sur la voie publique et on parle un peu moins des caméras installées dans le domaine privé ouvert au public. Et on le voit très bien, par exemple, dans une commission départementale de la vidéoprotection. Il y en a une dans chaque département. Elle se réunit périodiquement. On examine une cinquantaine de dossiers à chaque fois. Il y a 1 ou 2 dossiers qui traitent d'installation de caméras sur la voie publique. Tous les autres traitent de caméras installées pour des dossiers soit chez le boulanger, soit chez le boucher, soit dans des magasins de confection, des grandes surfaces, des stations de distribution d'essence, etc. Alors justement, secteur public, secteur privé, enfin secteur privé ouvert au public. Alors qui se trouve derrière ces caméras? Est-ce que ce sont des policiers municipaux ou est-ce que ce sont des sociétés privées? Est-ce que c'est normal que ce soit des sociétés privées? Alors aujourd'hui, s'agissant de caméras installées par les collectivités, ce sont des agents des collectivités locales qui sont derrière les caméras. On parle bien des caméras de voie publique. Maintenant, s'agissant des caméras qui, par exemple, sont installées dans les grandes surfaces, ce sont souvent des agents de sociétés privées de surveillance. Ces caméras, est-ce que c'est comme les radars en fait sur la route? Est-ce qu'il y a une obligation de prévenir les gens que, attention, vous êtes filmés? Nous avons bien sûr, conformément au texte réglementaire, une obligation de prévenir. L'exemple que vous avez pris pour les radars est un peu moins vrai, puisqu'aujourd'hui, oui, les choses sont un peu différentes. Il y a en France une obligation d'indiquer que le site est vidéoprotégé. Alors souvent, la pancarte, le panneau annonciateur est pas toujours aussi visible que la caméra elle-même. Les caméras de voie publique sont assez repérables, mais effectivement, cette obligation existe et cette obligation est respectée. Alors quand on parle de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, on pense tout de suite à 1984, Big Brother, on nous surveille. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une caméra, est-ce qu'il y a à chaque fois un comité éthique obligatoire, une charte éthique, pour savoir ce que deviennent ces images? Alors, plusieurs choses. Dans notre pays, la France est sûrement le pays au monde où la manière de prendre des vues sur la voie publique est la plus réglementée et où les libertés individuelles sont les plus protégées. Il y a normalement à chaque fois des règles. Les règles, déjà, ce sont les textes et c'est la loi. Lorsque vous installez une caméra sur la voie publique, vous devez indiquer l'endroit où elle est installée, depuis quelques assouplissements qui ont été apportés, la zone qu'elle surveille, et vous devez indiquer nominativement les personnes habilitées à regarder les images apportées par cette ou ces caméras. Les choses sont très simples. Ensuite, les comités d'éthique concernent
on doit à la vérité de le dire, lorsque un maire installe dans sa commune 1 ou 2 caméras qui ne sont pas en enregistrement direct mais stockées, et puis l'exemple que l'on prend souvent, le garde champêtre va de temps en temps voir s'il y a eu un événement, ce qui s'est passé, il est évident que le comité d'éthique est un peu superflu. Par contre, il n'est pas de dispositif important avec un centre de supervision urbain qui n'est à la fois sa charte d'éthique et son comité d'éthique, c'est-à-dire des règles du jeu bien exposées avec toutes les personnes intéressées représentées. Lorsqu'il s'agit d'élus, il y a bien sûr les minorités qui sont représentées. Et ce comité d'éthique est là pour veiller à ce que les règles soient scrupuleusement respectées. Mais au-delà, vous avez, en termes de surveillance et de contrôle, les commissions départementales qui, bien sûr, instruisent les dossiers, donnent les autorisations et ont la faculté de se déplacer sur place de manière inopinée pour vérifier que le dispositif déployé correspond bien aux demandes autorisées. Est-ce qu'il y a une sorte de droit à l'image si moi je suis filmé et que je n'en ai pas envie? Est-ce que je peux avoir un recours? Alors si vous voulez faire une réclamation, vous avez, et ça fait partie d'ailleurs, ça ne manque jamais dans les chartes d'éthique, vous avez accès, vous pouvez demander. Il y a toujours, lorsque l'on annonce qu'une zone est vidéosurveillée, les coordonnées d'une personne qui est une personne référente à laquelle vous pouvez vous adresser pour éventuellement avoir accès aux images en précisant bien sûr le lieu, l'heure, parce qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui d'avoir accès aux images. D'accord. Combien ça coûte de poser une caméra, sachant que quand on pose une caméra, il y a aussi quelqu'un qui est derrière, il faut stocker les images, il faut former la personne. Voilà. Alors là, la question que vous posez est une question qui est très souvent posée, mais on ne peut pas y répondre comme cela. Parce qu'il n'y a pas un dispositif de vidéosurveillance, mais des dispositifs de vidéosurveillance. Vous avez par exemple ce qui existe aujourd'hui à Nice, qui est un dispositif très élaboré, avec des milliers de caméras, des centaines d'écrans. Vous avez des dispositifs élaborés comme celui de l'agglomération que j'ai la chance de présider, où il y a un CSU avec en permanence 2 ou 3 vidéosurveillants derrière les écrans qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et puis vous avez un dispositif, je reprends souvent l'exemple de ce maire d'une petite commune du Val d'Oise qui a installé une caméra dans le cimetière de la commune pour faire face au vol de métaux, au vol de matériaux et aux dégradations dans son cimetière. Il a installé une caméra. Il n'y a pas de surveillance en continu, il y a simplement un enregistrement qui va dans l'armoire forte du garde champêtre. Ça a coûté quelques milliers d'euros et avec ces quelques milliers d'euros, il a réussi à répondre à la demande des habitants qui était de dire « laissez nos défunts tranquilles au cimetière ». Donc c'est très compliqué de dire. Dans ce cas-là, c'est quelques milliers d'euros. Sinon, les chiffres qui traînent partout mais qui ne veulent pas dire grand-chose, cela dépend aussi de la facilité que l'on a à implanter le réseau de fibre optique, si on a choisi cette technologie. Mais on peut donner des fourchettes. C'est pour un système intégré, c'est entre 15 000 et 45 000 euros la caméra. Est-ce que ça vaut le coup? Là, vous parliez de l'exemple de la caméra dans un cimetière. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la sécurité n'a pas de prix, tout simplement? Non, mais je crois que tout a un prix, tout a un coût. Et donc, c'est aujourd'hui le débat. On s'est aperçu d'ailleurs à l'occasion de la table ronde de ce matin que les choses étaient très, très dépassionnées par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a seulement 3 ou 4 années en arrière. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, vous avez raison d'insister là-dessus, M. Harrison, c'est est-ce que ça en vaut le coup avec un P et le coup avec un T? Eh bien, nous dirons, ça dépend. Je crois que, et nous en sommes persuadés, et toutes celles et tous ceux qui ont mis en pratique de la vidéoprotection avec une démarche de sincérité, pas avec une démarche pour dire à l'habitant « j'ai mis des caméras, donc je me préoccupe de votre tranquillité ». Toutes celles et tous ceux qui ont adopté ce dispositif et le font fonctionner ont mis à côté bien d'autres dispositifs favorables à la tranquillité publique. Ils ont généralement mis en place des clubs de prévention, ils ont en général des éducateurs de rue, ils ont en général une prévention active à l'école, ils ont en général une police municipale active. Et donc la vidéoprotection est, je le crois, un outil, un parmi d'autres, mais un outil efficace lorsqu'il est bien employé. Et je crois qu'il faut sortir de... Il n'y a pas de règle du pouce, il n'y a pas de règle de 3, il n'y a pas un nombre magique de dire il faut une caméra pour 1000 habitants, comme on le voit quelque part. Ce sont des études au cas par cas. Parfois, c'est nécessaire et très utile.
Parfois c'est utile, parfois c'est un peu superflu. Et il faut faire confiance aux élus locaux. À un moment où, vous le savez, c'est banal de le dire, l'argent public est de plus en plus rare, pour faire les meilleurs choix et combiner des dispositifs avec une part de chaque outil et de choisir la pertinence de ces outils en fonction de ce sur quoi finalement nous sommes jugés par nos habitantes et nos habitants. C'est non pas sur les moyens que nous mettons en œuvre, mais sur les résultats que nous sommes capables d'afficher. Alors, vers quoi on tend dans la région Île-de-France? On sait que les caméras, enfin un intervenant le disait, ça a été installé en 1995 pour les attentats du RER Saint-Michel, c'était les caméras à la SNCF. Maintenant, on utilise les caméras pour trouver les voitures qui sont mal garées. Donc, vers quoi on tend? S'agissant de l'installation des caméras à partir de 1995, la personne qui a donné cette date et donné ce point de départ pour l'installation des caméras, c'était M. Gilles Gautrin, qui est directeur délégué de sûreté SNCF, et il parlait de la politique de la SNCF. Politique ambitieuse, puisqu'il nous a aussi donné quelques chiffres que j'ai notés en disant que aujourd'hui, c'était 5600 caméras qui étaient installées et qu'à terme, ils en auraient 15 000 sur les quais et 8 000 dans les rames. Donc on sera. Il évoquait que toutes les gares seraient équipées en 2013. Toutes les gares d'Île-de-France seraient équipées en 2013. Donc sinon, si on veut retracer assez rapidement l'histoire de la vidéoprotection en France, le vrai point de départ est beaucoup plus tardif. Ce sont les attentats de Londres en juillet 2005. Et en juillet 2005, au moment de ces attentats, où ce sont les images de ces caméras qui ont permis de remonter jusqu'aux poseurs de bombes et jusqu'aux terroristes, le ministre de l'Intérieur de l'époque s'est dit « Et si en France, on avait un tel souci ? Quelle aide aurions-nous par rapport aux images ?» Il y a donc un inspecteur général qui a été nommé, il y a une commission, et qui a rendu un rapport à la fin de l'année 2005, rapport en 4 points assez préoccupant. Premier point, il y a très peu de caméras installées sur la voie publique en France. Second point, lorsqu'il y a des images, elles sont très souvent de mauvaise qualité et très difficilement exploitables. Troisième point qui était quand même, il faut s'en souvenir, en 2005, les policiers, les gendarmes n'avaient pas accès aux images. Et quatrième point, quand une puissance publique, une collectivité veut installer des caméras sur la voie publique, le parcours pour en obtenir l'autorisation relève du parcours du combattant. Et donc 2005, 2007, loi du 5 mars 2007 sur la sécurité, puis il y en a eu par la suite, et on a vu le développement. Aujourd'hui, les chiffres, je les ai donnés, l'exigence de qualité d'image est essentielle. On parle de caméras intelligentes maintenant, qui analysent les mouvements. Alors les caméras intelligentes, nous en avons parlé aussi ce matin. Ce qui caractérise la voie publique, c'est son extraordinaire diversité et son caractère aléatoire. Une caméra intelligente, elle ne va pas faire la différence entre quelqu'un qui court sur un quai de gare parce qu'il veut attraper son train et quelqu'un qui court sur un quai de gare parce qu'il vient d'arracher un sac à main. Et là, il vous faut absolument l'œil exercé, l'œil expert du vidéosurveillant formé, qualifié. Et on a fait un distinguo ce matin et je crois que nous avions affaire véritablement à des personnes qui savaient de quoi elles parlaient. Autant on peut, avec des caméras intelligentes, assez facilement protéger des enceintes fermées. Vous avez par exemple des dispositifs qui permettent de reconnaître automatiquement un homme qui marche debout, un homme qui marche à 4 pattes d'un chien qui rentrerait dans une enceinte et d'attirer ainsi l'attention d'un vidéosurveillant. Pour la voie publique, les situations sont beaucoup plus diverses et à ce jour, même s'il peut y avoir une aide, par exemple la nuit quand il y a peu d'activité, on pourrait imaginer que l'attention des vidéosurveillants soit attirée par les caméras où il y a du mouvement. Les images où il y a du mouvement. Ça peut se faire. Mais ça ne remplacera pas l'homme. Comme ce qui a été dit ce matin, la caméra ne se substitue pas à la présence des forces de police ou de gendarmerie sur le terrain. La caméra est un outil supplémentaire pour appréhender le malfaisant, un outil supplémentaire pour l'enquête. Les qualités de preuve apportées par l'image sont bien supérieures à celles que l'on peut obtenir par le recueil de témoignages. Tout le monde connaît la fragilité du témoignage humain. Il y a même des jeux comme ça qui l'illustrent parfaitement. Vous disiez en amorce de l'atelier ce matin que la majorité des maires étaient favorables à l'utilisation des caméras sur leur voie publique. Qu'en est-il de la population ?
la population est aussi aujourd'hui très favorable et mon collègue maire d'Asnières, monsieur Pietrasanta, le rappelait. Il disait: lorsque les habitants me parlent des caméras, c'est pas pour me demander d'en enlever, c'est pour me demander d'en ajouter. Est-ce que c'est bon signe? C'est signe que il y a. Je crois qu'il y a un bon signe, c'est signe que les habitantes et les habitants ont confiance dans leurs élus locaux, ont confiance dans la qualité, le caractère protecteur des lois dans notre pays par rapport à leur liberté individuelle. Après, encore une fois, je crois qu'il faut se garder de l'excès. C'est un outil qui, bien employé, est efficace. C'est un outil qui, avec d'autres, permettra d'assurer une meilleure tranquillité publique à nos habitantes et nos habitants. Mais on ne peut pas pratiquer de la monoculture avec la vidéoprotection. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour parler de ce thème passionné et passionnant. J'espère que ça sera de moins en moins passionné. Ça l'est de moins en moins. Vous l'avez bien vu ce matin sur les interventions. Il y a encore quelques postures, des postures un peu de principe. Mais je crois que... et ça a été dit aussi, ça a été rappelé, ça passe complètement à travers les clivages politiques. Je veux dire, il n'y a pas des maires entre guillemets de droite qui installeraient des caméras et des maires de gauche qui n'en installeraient jamais. La différence, c'est que, reconnaissons-le, souvent les maires entre guillemets de droite ont tendance à un peu plus communiquer sur les caméras qu'ils installent dans leur commune que les maires de gauche. Alors on a un effet un peu amplificateur sur cette question. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est reconnu comme étant, à partir du moment où il est bien utilisé, où il est bien servi, comme un outil efficace, mais qui, pris seul, ne serait pas du tout. Merci en tout cas d'être venu. Je vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci M. Harrison et à bientôt. À très bientôt. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux plateaux sur le salon. À bientôt.